français. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Perf Byte Français. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire un épisode, donc je pense que ça permet de se commémorer les vacances et ce qu'on a fait cet été. Et comme d'habitude, de toute façon, je ne serai pas tout seul sur cet épisode. J'ai besoin sinon ce serait pénible de m'écouter tout seul, de m'écouter. Donc, comme d'habitude, je vais avoir Bruno avec moi. Bonjour Bruno, comment vas-tu? Ah, hello Henrik. Eh ben oui, j'espère que tu as bien surfé cet été et on est chaud là pour la saison 2, quoi. Bah écoute, surfer, non, j'ai pas mal fait de travaux, mais bon, c'est une façon de faire du surf, on va dire. Et toi, Thierry, comment vas-tu? Très bien, très bien. Et toi, Henrik? Content de vous revoir. Salut Bruno, salut Henrik. Les vacances étaient reposantes pour une fois. Vous avez pris une destination particulière? Vous êtes resté tranquille ou... On a fait un peu de camping-car sur toute la France. Puis après, on est parti sympa. au Maroc. Ouais, c'était sympa. Un peu de Sympa. soleil, on a pu profiter parce qu'en France, moi j'ai fui les JO perso. Et je suis allé trouver le soleil ailleurs. Pourtant, les jeux étaient à mon avis un succès. Moi, si j'étais pas sur Ouais, place, j'ai trouvé que ouais, il paraît que c'était top. J'ai eu droit à une belle cérémonie d'ouverture sous la pluie. J'étais content d'être sur les quais de Seine à ce moment-là. Voilà. Ça, c'est le charme des JO à Paris, hein, on dirait. Un JO à Marseille, il aurait fait trop chaud, quoi. C'est ça le problème. C'est ce que je te dis. Alors du coup, aujourd'hui, on va pas vous parler de méthodologie, parce qu'on s'était dit, pour commencer la saison 2, ce serait sympa d'amener quelque chose de nouveau. Et on avait promis, on avait dit: «Et pourquoi on n'amènerait pas des interviews, on n'amènerait pas des choses intéressantes, qui pourraient susciter de l'intérêt, de la part de la communauté française, de performance?» Et chose faite, chose promise, ça arrive, hein, aujourd'hui même. Et aujourd'hui, en fait, on a l'honneur d'avoir Boris qui travaille pour Renault. Donc, Boris, bonjour Boris, comment vas-tu? Hello Boris. Bonjour, enchanté d'être avec vous. Alors Comment Boris, allez-vous? Oui. je peux peut-être te présenter, rappeler qui tu es, Donc, qu'est-ce que tu moi, fais? je suis Boris de chez Renault, on va dire. Je suis en charge de la partie plateforme de monitoring dans un premier temps, puis on est en train de dériver sur de l'observabilité au niveau performance. Et puis, je suis collègue d'un service qui s'occupe des performances au sein de notre direction. Donc, on pourra en parler facilement à ce moment-là. Ok. Voilà. Et du coup, du coup, Renault a une démarche centrale globale Oui. toutes les marques du groupe Renault, et toutes les différentes institutions, où chacun a entre guillemets ses pratiques différentes actuellement? Alors, on est dans une démarche centrale depuis longtemps chez Renault, c'est-à-dire qu'on aime bien centraliser les choses. On est une ancienne régie quand même, donc faut que ça soit ordonné. Cette démarche de centralisation, on l'a fait sur l'ensemble des outils en général. Il y a 6 ans, dans le cadre de la digitalisation de l'entreprise, 6 ans ou peut-être 7 ans maintenant, enfin depuis un certain temps qu'on digitalise. Donc on était parti dans le mouvement open source et on s'est dit on va digitaliser, on va tout centraliser au niveau monitoring, au niveau performance, hop, on va le faire. Et puis on est rentré dans cette démarche-là. Et on a mis en place des outils open source, des choses comme ça, pour pouvoir mettre en place cette visibilité globale de l'entreprise. Et on force est de constater que finalement, avec les outils de performance de base et d'analyse de performance, on était capable de monitorer notre système d'information aussi bien qu'avec l'ensemble des autres systèmes, des autres outillages, voire avec un petit peu plus d'intelligence et d'anticipation. Donc du coup, on a commencé à développer une plateforme d'analyse de performance et de monitoring dans un seul outil, plutôt que d'utiliser plusieurs briques. Et dans cette démarche-là, du coup, on a globalisé cet outillage sur l'ensemble de nos clouds, sur l'ensemble de nos data centers,
Quand je dis data center, c'est effectivement les centraux dans lesquels on a tous nos systèmes d'information un petit peu lourds, commerce et transactionnels là-dessus, mais aussi dans toutes les répartitions régionales de nos usines et de nos centres d'ingénierie. Donc, on a D'accord. Alors, quand tu l'installation et l'outillage sur l'ensemble du périmètre. Alors, quand tu dis open source, en fait, ça m'intéresse, ça m'intrigue. Qu'est-ce que vous êtes basé sur quel stack pour Alors, au pouvoir début, construire votre plateforme? on est parti sur l'open source. Force est de D'accord. constater qu'on n'était pas assez pour maintenir l'ensemble de la plateforme, et du coup, on s'est réduit à un seul outillage qui est de l'achat d'outillage. On va pas le cacher, Renault représente assez souvent dans Dynatrace, donc c'est Dynatrace en outillage de performance. On n'y peut rien. Et c'est comme ça. Et du coup, on a un petit peu mis de côté toute la partie open source qu'on avait imaginé mettre dans un premier temps avec toute une suite de télégraphes, InfluDB, un télégraphe, InfluDB, Grafana. On avait du Sensu aussi pour la partie alerting. On avait de l'ELK classique pour la partie log. Cette brique-là avait vite été déployée et avait été adoptée d'un point de vue centralisation. Et c'est cette dernière brique-là qu'on va intégrer aussi dans l'outil de performance pour justement pouvoir croiser encore un peu plus les métriques au niveau de l'infrastructure et pouvoir apporter justement ce croisement-là entre l'usage, les performances d'usage, les alertes du côté utilisateur et pouvoir les analyser un petit peu plus simplement et dans un mode classique parce que faut s'adapter aussi au niveau de l'exploitation et au niveau de nos projets qui ont plus l'habitude d'exploiter les logs. Et donc, ça leur permettra dans le même outil d'avoir l'ensemble de ces usages-là. Donc, c'est une démarche vraiment globale. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, en fait, quand on fait une approche perf, monitoring sur des projets open source, en fait, on oublie que l'open source, ça mène de l'innovation, c'est génial, mais que derrière, il y a aussi un coût de maintenance qui est à prendre en considération, un coût de patcher, de mettre à jour, toutes ces genres de choses. Et donc là, du coup, là, il y avait un seuil critique qui fait qu'à un moment, vous étiez plus capable de gérer, c'est ça ou... C'est un seuil critique. On est une équipe quand même assez légère. Je veux dire qu'au niveau, on va dire, ingénierie centrale, on doit être, on est 3-4 personnes, d'accord? Parce qu'il y a un développeur de plugins, donc il maintient pas la plateforme, il fait évoluer la plateforme en rajoutant des plugins là-dessus. Et après, derrière, au niveau exploitation, on a une équipe indienne pour la partie infrastructure avec 3 personnes. Et une équipe en Inde, mais un autre secteur, qui elle est chargée de mettre tous les scénarios de performance, les analyses de performance, donc avec tous les outillages qu'on a chez nous, et en même temps la surveillance par du scripting de scénarios avec les synthétiques. Donc, et la solution, ils sont une dizaine pour faire tout ça. La solution centrale pour agréger toutes les données de perf, de monitoring, de log, c'est une solution faite maison que vous avez développée chez vous? Non, justement, on a acheté maintenant, on a commencé, on voulait faire la partie maison à partir de base open source, mais force est de constater qu'avec le nombre de personnes qu'on est, on est passé sur Dynatrace. D'accord, ok. On est passé en mode Dynatrace. Okay. Parce que on a une démarche quand même où on dit ce qu'on veut, c'est amener le monitoring par la performance, voire même par les SLO business. Ça c'est notre rêve à terme. La performance des SLO business, c'est le Graal là-dessus. Mais force est de constater que faut qu'on passe plus de temps sur développer les use cases que développer et maintenir la plateforme. Sinon, avec l'équipe qu'on est, on sera en incapacité de le faire, quoi. Donc, cette démarche-là, elle est là. Après, on a l'habitude de dire qu'importe l'outil, c'est la démarche qui est importante.
on n'est pas, l'outil nous permet, on fait des études de marché en permanence et on sait qu'on pourrait retrouver les mêmes fonctionnements dans d'autres outils. Voilà. Tu vois, on en retombe encore à la méthodologie. C'est vraiment, malgré tout, ça reste la méthodologie et surtout la philosophie. C'est-à-dire que faut faire adhérer à toutes les classes de l'entreprise, on va dire, l'objectif qu'on a derrière ça. C'est-à-dire que c'est autant difficile à un développeur de lui dire mais t'en as rien à faire de ton erreur que tu vois dans ta log. Ce qui est important, c'est est-ce que tu as un impact au niveau de ton utilisateur? Il y a un impact de performance au niveau de ton utilisateur. C'est ça qu'il faut corriger. Mais ça peut être aussi au niveau d'un responsable. Ça peut être sur un responsable d'une brique technique aussi. C'est-à-dire que lui, la brique technique, il me dit ouais, c'est bon, je suis monitoré, t'as pas besoin de venir me voir. Et je lui dis ouais, mais est-ce que tu as une capacité à déléguer la performance sur les utilisateurs, donc les projets qui vont t'héberger, et est-ce que tu es capable de leur mettre en visibilité? Non, mais c'est bon, j'ai mis 2 sondes qui me permettent de superviser le service qui est sur le serveur. Je dis ouais, donc t'as pas fait de monitoring, quoi. Enfin, mais de son point de vue, lui, il est en capacité d'offrir le support à ses clients. C'est très compliqué à les amener dans cette démarche-là. Ouais. Ouais, et après, c'est une question d'éducation et de maturité sur le sujet aussi. Mm-hmm. Moi, je dis que c'était une question d'éducation et de maturité sur le sujet. Vas-y, Thierry. Et pour résoudre ça, est-ce que vous avez essayé de mettre en place des stratégies de sensibilisation à la performance, à inculquer aux équipes de dev le plus tôt possible, par exemple, les pratiques de perf, à faire en sorte que peut-être, alors si vous êtes en agile ou si vous faites du DevOps, par exemple, dès la création des user stories, peut-être à intégrer la performance dans les métriques importantes à mesurer, ou c'est quelque chose que vous prévoyez de faire? Est-ce que comment vous êtes en termes de maturité là-dessus? Ça, c'est quelque chose pour laquelle on éduque encore notre patrimoine applicatif, on va dire, parce qu'il y a quand même, je crois qu'on est à 1500 applications. Donc, on va pas faire 1500 applications sous performance en permanence en un clic de souris. Donc, il y a des projets qui sont très sensibilisés à cette partie-là, mais qui sont plutôt encore orientés tests de charge, tests de choses comme ça. La démarche globale qu'on est en train d'engager, il y a une personne qui a été nommée au niveau de l'entreprise pour animer cette démarche globale et l'indicateur d'outillage pour ça, qui va être vraiment le rêve, honnêtement, ça va faire 20 ans que je demande pour être dans des vieilles histoires, les tests de scénario, les tests tout ça à chaque étape du code. C'est-à-dire que déjà, l'outil de performance qu'on a actuellement, on l'a mis dans tous les environnements. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune excuse de pas pouvoir le faire dès le développement. D'accord. Tu es en train de dire que l'outil de test de performance, il est à dispo. Ils n'ont pas forcément besoin d'avoir une équipe de test. Ils peuvent, les développeurs ou les chefs de projet ou les équipes agiles, peuvent aller chercher l'outil et se dire allez, tiens, je me fais un script, je fais un tir, je peux Exactement. Ils peuvent faire leur test unitaire, ils peuvent faire leur comme ça. Mais ce qu'on veut faire vraiment comme démarche, c'est leur expliquer aussi qu'il y a différents scénarios à différents étapes de l'application. C'est important d'expliquer que tu feras pas un test de charge en développement, ça sert à rien. Enfin, le scénario du test de charge en développement, il sert à rien. Le test unitaire, on est toujours, on a beau être en mode agile, on a beau être en delivery agile, ça n'empêche que dans le cycle en V, on avait une démarche unitaire, intégration et globale. Et cette démarche-là de test, on doit la retrouver en développement, en intégration et en pré-production, parce que les tests de charge, on les fait pas en prod, mais en pré-production. Mais force est de constater que même des tests de charge, de temps en temps, on pourrait même les faire en prod si on sait les isoler dans l'outillage. Mais ça, en fait, en fait, on peut complètement se dire, tiens, j'ai vraiment fait des étapes de test très appliquées en amont.
je peux peut-être basculer en prod, considérant que mon intégration est forte, que mon intégration elle est rodée depuis déjà des mois, des années. Je peux peut-être considérer que, allez, on fait pas de tir de charge en prod, on va faire confiance plutôt à l'outil de monitoring, d'observabilité qui va nous remonter ce qui peut être déviant en période de charge, quoi. C'est exactement ça. C'est-à-dire que l'outil permet effectivement, et c'est pour ça aussi qu'il y a plein de pédagogie à faire, le release management à implémenter dans chaque delivery, dans des choses comme ça. Si la démarche de l'entreprise est vraiment d'être dans le release management et qu'on sait comparer dans l'outillage une release par rapport à une autre, effectivement, comme tu dis, un test de charge finalement, qu'importe. Le taux d'erreur, les temps de réponse, ils seront exactement aussi pourris dans la vie réelle que dans cette partie-là. Surtout si on part sur une démarche de SLO, finalement, qu'est-ce qui est important d'améliorer en temps de réponse et en taux d'erreur? C'est les fonctions qui sont utilisées. Alors, attends, Et moi, pas la alors, dernière fonction qui est utilisée par 1% des gens et qu'on met dans les tests de charge. oui, il y a un des points qui m'intéresse là, c'est tu disais donc que chaque projet a la possibilité de mettre à disposition un outil et de lancer un test. Mais du coup, des fois, des tests de perf, ça requiert quand même une certaine compétence, une certaine méthodologie derrière, malgré tout. Et donc là, est-ce que du coup, si j'ai l'équipe projet A, B ou C qui prend l'outil, je sais pas, JMeter par exemple, est-ce qu'ils ont une équipe support, entre guillemets, qui est accessible pour leur dire, bah, tiens, voilà comment tu dois faire, voilà les bonnes pratiques, et accompagner. Et aussi, donc ça, c'est une première question. La deuxième question, ça va être plutôt sur l'aspect, donc tout est visiblement bien observé là, via la plateforme d'observabilité. Est-ce que du coup, les tests de perf, ils le font, finalement, je prends n'importe quel outil, j'envoie de la charge et je vais utiliser surtout la plateforme d'observabilité comme ma source principale d'analyse, ou ils ont quand même, entre guillemets, l'analyse dans les outils respectifs? Alors, je vais parler d'un point de vue général, hein. D'un point de vue général, on a une offre dans le même catalogue que celui du monitoring, dans le même catalogue que l'outillage et l'assistance à cet outillage. Il y a une offre qui est justement sur je veux faire des tests de charge ou je veux faire une surveillance des performances à partir de scénarios. Donc les deux offres sont dans le même Jira. On utilise Jira pour nos demandes et c'est une équipe spécialisée en Inde qui accueille les projets avec lesquels simplement ils décrivent leur scénario avec un user, un mot de passe, tac, le scénario qu'il faut faire. On le fait sur tout ce qui est application web, bien sûr, et on le fait aussi sur des applications clients lourds et SAP dans le cadre dans le cadre de tests de charge. D'accord? Donc, tout est possible. On fait principalement avec la partie, on va dire, Neoload, qui est l'outil principal dans lequel on fait ces tests de charge. Bon, après, les contraintes économiques ont fait qu'on fait de temps en temps sur des projets qui demandent un peu moins de scénarios complexes, des tests de charge dans JMeter. Dernièrement, suite au nouveau langage et aux applications mobiles qu'on a amené dans l'entreprise, on intègre Gatling dans notre plateforme digitale et que les gens voudraient intégrer dans une sorte de quality gate. Parce que c'est l'objectif. Quand je vous disais qu'on essaye d'éduquer les gens sur les différents types de scénarios, c'est arriver au niveau de l'entreprise à vraiment arriver sur une quality gate globale de l'entreprise, qu'on puisse mesurer l'ensemble de l'amélioration du développement pour nos clients. Et le Quand tu delivery parles de quand tu parles de quality gate, c'est-à-dire qu'il y a chacun doit arriver avec ses SLO pour dire bon, j'ai fait mes devoirs, et regardez, j'ai des bonnes notes. Est-ce que je peux passer sur la classe supérieure ou pas? C'est ce qu'on essaye d'inculquer depuis 3 ans facilement avec l'outillage qu'on déploie. C'est pas forcément acheté. Il y a des projets qui commencent vraiment à adhérer dans cette démarche-là. Mais bon, force est de constater que les charges sont très importantes dans l'entreprise.
Le fait d'être centralisé, c'est toujours les mêmes personnes qui sont chargées, et mettre en place cette Quality Gate, c'est une démarche qui va être un petit peu plus longue pour la généraliser. Bon, l'intérêt de Renault, c'est qu'on a des gens compétents qui sont techniques, et que au moment où on l'aura mis en place, on sait que ça marchera et que ça sera vraiment sur étagère et consommable par n'importe quel projet. D'accord. C'est la contrainte, mais c'est aussi l'avantage d'être dans une entreprise de cette taille-là. Du coup, j'ai une question par rapport aux outils que tu as parlé de Gatling. Ce que je trouve intéressant avec Gatling, c'est que, alors on les connaît un petit peu, Gatling, et on sait que leur angle d'attaque principal, c'est passer par les développeurs pour essayer de se démocratiser dans les équipes. Je confirme. De par la nature de la conception des tests, de voilà, comment est-ce qu'on scripte avec l'outil. Et avant, on a un peu discuté ensemble, et quand on parlait d'outillage, on disait que l'outillage, peu importe l'outil, au final, c'est la méthodologie qui compte. J'aimerais bien voir que tu me dises ce que tu en penses à ce niveau-là, au niveau de l'outil, c'est que quelque part, l'outil peut quand même avoir un impact sur la porte d'entrée qu'on prend. Comment est-ce qu'on peut évangéliser ça auprès des équipes? Là, vous êtes sur un fonctionnement encore central. Est-ce qu'avec des outils comme Gatling, par exemple, vous envisagez de peut-être faire intégrer la performance dans les équipes de dev directement ou pas? Alors, c'est un peu quand je parlais de Renault Digital. Normalement, on est intégré maintenant. Renault Digital est intégré dans Renault. Il n'y a plus on n'en parle pas comme ça, mais on a une démarche, de double chez Renault. On offre un service central, toujours disponible pour tout projet qui veut l'utiliser, et tout projet qui veut prendre sa responsabilité, on lui offre quand même un outillage de base, d'accord? Donc toujours le monitoring, la sécurité, l'OS, et il est responsable de toute cette partie opération et développement. Et c'est en général ces projets-là qui partent effectivement sur Gatling pour prendre leurs responsabilités et intégrer complètement cette démarche-là. C'est pas J'ai dit qu'il y avait 3 outils, c'est parce que derrière, il y a différents types de populations qui l'utilisent derrière, quoi. Mmh. Voilà. Alors, moi, j'ai une petite question par rapport à Gatling parce que alors moi, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé Gatling pour être complètement transparent. Donc, je sais qu'on va peut-être, d'ailleurs, pour ceux qui suivent la chaîne, on aura certainement peut-être un épisode sur Gatling en tant que tel. Ce sera intéressant d'avoir des nouvelles. Mais moi, du coup, ce que j'avais par le passé, quand j'avais utilisé Gatling par le passé, c'était essentiellement en Scala, en Java, dans un environnement très Java friendly, on va dire. Et dès lors qu'on sortait de ce périmètre, donc je suis un développeur, je sais pas moi, Python ou je sais pas moi, Go ou autre, du coup, j'ai pas trop envie de faire du Scala, j'ai envie de faire autre chose. Et est-ce que là, du coup, c'est que sur des projets qui sont déjà peut-être, alors Thierry, peut-être que tu sais, est-ce qu'ils ont évolué, ils ont d'autres langages supportés, mais si c'est que du Java, est-ce que c'est essentiellement pour des développeurs Java qui utilisent Gatling chez Renault? Alors oui, ils ont évolué. Là, ils ont créé leur DSL en JavaScript, en TypeScript. Et je crois qu'ils ont l'intention de continuer encore sur d'autres langages pour toucher le plus large possible. Et et pour répondre à la deuxième question, si c'était que du Java, dans l'idée, en fait, ça s'intègre plus facilement. Si c'est du Java, donc c'est un projet qui tourne avec du Maven, j'imagine. Donc, C'est ça. si tu as une team qui développe un projet en Java, alors oui, ça s'intègre beaucoup plus facilement, mais après, le projet peut tourner en standalone aussi. Mais bon, c'est quand même beaucoup plus intégrable si le langage utilisé est le même que celui du produit développé, quoi. C'est ça, je suis d'accord. Mm. Alors du coup, Boris, toi, vous l'utilisez dans un environnement Java ou plus large que Java? Alors, moi, je suis plus sur la partie monitoring. J'ai bien dit qu'il y avait une autre équipe à côté qui s'occupait des scénarios. On les appelait, Je sais qu'ils utilisaient, par contre, après, le cadre d'emploi d'Airclean, je pourrais pas te le préciser pour être transparent. Après, on peut se renseigner, hein, c'est pas un souci. C'est intéressant ce que tu dis en termes d'outillage, même si c'est peut-être le propos d'après, mais jusqu'à maintenant, j'ai vu énormément d'entreprises qui disent
nous, l'outillage, bon, on a pris un outil, point. Donc, allons-y, outillage. On a pris un outil, point. Et ce qui est une démarche normale. Mais là, en fait, tu nous parles d'un volume de projets, d'un volume d'équipes qui déploient, qui réalisent des projets en permanence. Et donc, l'outillage, finalement, uniquement centralisé, n'est pas forcément la solution à tout le monde. Et donc, il y a une proposition d'outillage à plusieurs niveaux, et donc de multi-outillage à plusieurs niveaux, et chacun fait un peu son marché. Tant que ça reste dans les règles de l'entreprise qui dit, OK, il n'y a peut-être pas qu'un outil, il y en a peut-être 2, il y en a peut-être 3, mais vous prenez nos outils à nous, quoi. En gros, c'est un peu ça, quoi. Mais ça veut dire quand même qu'il y a une possibilité dans l'entreprise de proposer un service qui a plusieurs formats, quoi, ou plusieurs services, tout simplement pour la même chose. Et c'est pas mal, parce que d'habitude, les entreprises disent non, on a un outil, point, on s'y tient, et puis on bouge plus, quoi. Donc je pense que c'est pas mal. Donc ça veut dire qu'on peut aussi faire la même chose sur d'autres types de besoins, parce que là c'est un besoin de test de perf, mais il y a peut-être d'autres types de besoins. Voilà, on l'a fait dans ce sens-là, effectivement, hein, le multi-outillage. Par contre, moi, ce que je demande à l'équipe d'outillage, hein, c'est d'adapter les headers des scénarios de telle façon que dans l'outil d'observabilité, quel que soit l'outil d'outillage, on soit capable de remonter et d'isoler les perfs. Ouais, pour C'est éviter. simplement cette partie-là, parce que si on part sur une quality get, il va falloir lui donner un référent de métrique. Le référent de métrique, hein, si on prend chaque outil, il va falloir qu'on fasse des use cases de scénarios de quality get en disant alors attends, là faut que tu fasses tourner ce scénario-là sur cette quality get là, et du coup faut que tu ailles chercher les performances avec ce protocole-là sur cette plateforme. Moi, ce que j'essaye d'instituer dans l'entreprise, c'est qu'importe l'outil de performance, vous outillez les scénarios avec les headers classiques de scénarios qu'on peut rencontrer dans Neoload, donc on peut rencontrer dans JMeter. Dans Kathleen, je pense qu'on peut mettre les mêmes headers au niveau des scénarios. Et derrière, ce que je veux, c'est que la quality get, elle vient chercher sur l'outil d'observabilité. Comme ça, il n'a qu'une méthode pour aller chercher le résultat d'un scénario. Quand tu parles de la quality get, tu parles de choses qui s'adressent uniquement à de la pré-prod et de la prod, ou alors cette quality get, elle est utilisée dès le dev. Dans mon rêve le plus pieux, ça serait directement dans le dev. Du dev, recette, prod. La quality get. Elle doit être à tous les étages. Ouais, mais alors du coup, j'imagine que ça va être des SLO ou des SLI, enfin, peu importe, mais qui vont être bien spécifiques pour. Bon, ça, c'est ce que j'ai couvert en dev parce qu'on est dans un périmètre qui est assez restreint, et je vais passer dans un environnement beaucoup plus remontatif où je vais avoir beaucoup plus de microservices ou services connectés. Donc, je vais avoir des SLO complètement différents. Donc, j'imagine que vous avez une quality gate qui va varier en fonction de l'environnement, j'imagine. De toute façon, au niveau du scénario de ta quality get, c'est passer tes scénarios de test. C'est-à-dire que tu vérifies ton taux de performance, ton taux d'erreur par rapport à des scénarios de test, que tu le passes sur un service par rapport au moment du développement en disant je fais mon service ou je fais mes différents scénarios pour mes différentes briques applicatives. Après, c'est le scénario qui est un peu plus complexe. C'est simplement que vers la fin, on sera plus sur du service unique, on sera sur du SLO de type métier, quoi. Oui, non, parce que quand je parle de quality gate, tout ce que j'utilise, moi j'utilise cette approche SLI, SLO et une approche de scoring, c'est-à-dire tiens, je suis en dev, je vais regarder le temps de réponse, la conso CPU, conso mémoire, la consommation peut-être des réseaux, enfin différents indicateurs, et je vais mettre des seuils, et chaque seuil en fait vont me permettre de récolter un nombre de points. Et après je dis bah voilà ma version, je sais pas, ma version du service A, lui, pour qu'il puisse passer, il faut qu'il ait un score minimum de 90, 91, 92% pour passer à l'étape suivante du projet, quoi. Alors là, tu es sur le scénario de performance, oui. Après, tu as tous les scénarios de test de sécurité, de choses comme ça. Mais chacun peut avoir ses propres indicateurs. Là, j'ai pris un exemple d'indicateur de perf. On peut avoir c'est déjà bien d'avoir ces indicateurs. Je te l'accorde. Après, c'est la chaîne de la perf. Bon.
Et ce qui est intéressant aussi à soulever, c'est que autant sur ce que tu disais, Boris, d'environnement en environnement, plus l'environnement se complexifie, plus d'une part les métriques vont peut-être se complexifier aussi, et, et aussi c'est la méthodologie des tests qui va se complexifier également. Parce que quand on est dans un environnement de dev, on va faire du test unitaire, du test pas encore d'intégration, mais on va sur un environnement de recette. Là, on va commencer à faire du test d'intégration, des tests de composants, et sur la fin, des vrais tests de charge. Donc, notre manière de tester, et j'imagine que pour la sécurité, ça va être pareil. On va tester des choses à plus petite échelle, un peu plus atomiques, sur des environnements encore incomplets et non connectés. Plus on avance, plus nos KPI de mesure augmentent et plus nos tests diffèrent. Ouais, enfin, la sécurité ce sera quand même assez basique, hein, parce que de toute façon, c'est la qualité du code, la présence de soucis de sécurité ou d'intrusivité dans le code. Mhm. Ça se fait dès le développement presque par rapport à ça. Après, la gestion de la dépendance applicative au niveau des libres, des choses comme ça sera aussi au niveau de cette partie-là. Mais ça sera dans la même chaîne que la chaîne de test de performance. Et c'est obligé aussi de l'intégrer dans cette chaîne d'intégration. Mhm. Comme tu dis, les scénarios, ils vont se complexifier à la fin, mais finalement, il faut rester sur un nombre de scénarios assez restreint. Sinon, la maintenance d'un scénario devient très compliquée. Ouais. Tu tires À la balle chaque dans le pied. release, tu te retrouves avec toute ta batterie de scénarios à changer. Ça devient intenable. Enfin, Mhm. Bon, bien sûr, surtout si tu parles de 1500 applications, il y a un et on moment sait où pas c'est le pas. faire. Voilà. Voilà. Il Il me paraît qu'il y alors, a un système qui permet d'automatiser la mise à jour des scripts, il paraît. Mais Oui, et puis même bon, l'IA va générer nos scripts automatiquement. Bon, oui, bon, ça va pas, ouais, ça va pas suffire. Il y a toujours un mec à un moment qui doit vérifier en disant ça c'est bon, ça c'est pas bon. voilà. Et il y a toujours Et, un utilisateur à la fin qui a le ressenti, hein, donc c'est ça qui compte. et, et on rêve bah du ça, delivery automatisé en 1 heure dans une chaîne de Quality Gate. Dans les faits, I have a dream, mais voilà, on n'y est pas encore. Mhm. ça, ça me fait penser à une fonctionnalité très marketing, l'IA plus maintenance automatisée. Bon, Ah, peut-être qu'un jour on y arrivera, hein, mais bon, pour moi, on bon, n'y est pas soyons trop. Oui, pragmatiques. Hein. On est dans ouais. l'informatique, soyons pragmatiques. Ouais. Moi je Mais voulais parler déjà, à. on développe nos tests, hein, ça serait déjà bien. Oui, À que l'échelle d'une chaque projet le entreprise, fasse. Ouais. ça serait déjà bien. Moi je voulais qu'on aborde un. Je sais que j'avais écho qu'il y avait eu un projet qui avait été réalisé qui était un petit peu particulier, notamment pour de la perf. Je sais que Bruno était impliqué dedans, donc je ne sais pas si vous pouvez en parler, hein. Déjà, il date ce projet. Il faut remonter à la Clio 5, qui était en théorie la première voiture connectée. Donc, alors qu'est-ce que ça veut dire une voiture connectée? Parce que ça, c'est pareil, une voiture connectée, c'est un mot bien gentil. Il y a plein de choses qui sont possibles avec la connexion d'une voiture. Est-ce que c'est de la conduire à distance, ce qui n'a aucun intérêt, s'il n'y a personne dedans? Est-ce que c'est de la monitorer à distance? Quel intérêt? Ou est-ce que c'est de la mettre à jour à distance? Ou est-ce que c'est de la retrouver dans son parking quand on ne sait pas où la garer? Eh bien, c'est un peu tout ça, la voiture connectée, et donc le projet qui était proposé par Renault et sur lequel j'ai eu la chance de travailler. Donc, c'était pas Renault, c'était l'alliance Renault, Nissan, Mitsubishi, donc la fameuse alliance de l'équipe Renault Digital. Et donc, ce projet-là, le principe était de se dire, si on veut avoir des voitures qui sont connectées, on va dire, à un réseau ou alors à une espèce de gros ordinateur central qui va pouvoir un peu les gérer, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut apporter comme plus-value à ces voitures? Ben, la première chose, c'est qu'aujourd'hui, les voitures, c'est beaucoup plus électronique qu'avant. Et l'électronique, eh ben, c'est quelque chose qui est piloté par l'informatique. On a vu que dernièrement, c'était intéressant de mettre à jour ces smartphones, mais donc aussi, de facto, ces voitures. Livrer une voiture qui a un système électronique et donc informatique qui est au top dès le premier jour, ça n'existe plus. On n'est plus capable de livrer un bout de code, aussi complexe soit-il, qui soit parfait dès le premier jour. Et donc, avoir la possibilité de faire une mise à jour d'un système embarqué, c'est quand même Ou encore. fabuleux. Je t'écoute, Edric. Et encore, sans parler de vulnérabilité de sécurité, parce que je pense que tu peux livrer une version d'un premier jour de ton véhicule connecté, et puis un mois plus tard, il y a une grosse faille de sécurité, quoi.
Ah ben complètement. Et c'est du déjà vu, hein. Donc il y a une notion de sécurité qui est très très forte dans les véhicules connectés, parce que le véhicule, il est quand même un peu libre, que n'importe qui puisse s'y connecter, entre guillemets, parce que pour connecter un véhicule, quelle est la première chose qu'il faut? Bah, il faut une clé 4G, quoi, une clé 4G. Donc, il faut que le véhicule soit connecté par le réseau 3G, 4G, 5G. Bref, il faut qu'il ait, on va dire, un abonnement téléphonique, hein, tout simplement. Enfin, un abonnement data plutôt dans notre cas. Donc, c'est le premier composant. Mais derrière, on peut se dire, tiens, si je m'amuse à faire la mise à jour de mon ordinateur de bord, et dans l'ordinateur de bord, qu'est-ce qui est intéressant? Bah, il y a la cartographie des routes qui évoluent tout le temps. Alors évidemment, dans notre smartphone, notre Google Maps, lui, il est mis à jour automatiquement, mais dans la voiture, c'est pas le cas. Et donc la possibilité déjà de mettre à jour un véhicule avec une carto qui fait quelques gigas de données sur la France ou sur l'Europe, c'est déjà un gros défi. Et pour ça, Renault avait mis en place un système cloud extrêmement évolué qui proposait des packages de mise à jour signés pour chaque véhicule pour des raisons de sécurité. Et donc, chaque véhicule avait la possibilité de venir télécharger ça à travers un protocole qu'on appelle le FOTA, donc File Over the Air, FOTA. Tout ça pour aller télécharger le package. Et donc, la difficulté en termes de test de charge et en termes de performance, c'est de se dire, ce serveur central qui va dire livrer une nouvelle version, en combien de temps il est capable de livrer le nouveau package qui a été mis à jour le lundi matin, avec la nouvelle map ou le nouveau, voilà, la nouvelle firmware. Et donc pour ça, il faut tester ce serveur central et simuler des faux véhicules qui ont des numéros de VIN, hein, donc des numéros de véhicules, et qui vont se connecter à ce serveur. Donc il a fallu inventer un système très très complexe pour faire croire qu'on était des véhicules, qu'on se connectait, qu'on téléchargeait des gigas et des gigas de package, un système vraiment très évolué, de manière à pouvoir simuler ces véhicules. Et là, je vous garantis que le système central de livraison de ces packages, il n'a pas tenu le choc, c'est évident, parce que autant c'est des systèmes qui d'habitude livrent des firmware de quelques mégas, autant quand il faut livrer une map qui fait plusieurs gigas, il n'est pas adapté. Donc il a fallu vraiment développer des choses beaucoup plus avancées. Mais donc voilà, il fallait déjà inventer ça, et donc c'est pas l'équipe centrale de Renault qui fait les tests de perf qui l'a fait, c'est une équipe de performance dédiée qui a dû travailler sur ces différentes parties-là. Voilà, je vous donne un exemple, et c'est un peu complexe. Alors après, il y en a encore deux autres, mais j'ai commencé juste par la cartographie, là, c'était le plus intéressant, quoi. Mais alors, du coup, Alors, même quand tu fais la cartographie, pendant que tu fasses de la cartographie de mise à jour, tu peux avoir des gens qui interagissent sur d'autres types de services. Par exemple, je sais pas moi, je suis sorti, je sais plus où mon véhicule, il faut que je le localise, quoi. Parce que j'ai pris 2-3 pintes et donc j'ai besoin de savoir qu'on m'oriente vers mon véhicule. Donc Alors tu ça, peux c'est très vrai. bien avoir ce scénario. Alors ce scénario, il existe, il a été implémenté, puisque le véhicule, par défaut, quand il se gare à un endroit, il se géolocalise et il envoie une petite requête au serveur central pour dire « je suis là ». Bon, il donne sa position GPS. Ce qui fait que l'utilisateur qui a son application smartphone Renault Clio 5, là, voilà, il veut retrouver son véhicule. Il se dit, oh là là, je suis au parking de troisième ou quatrième niveau, je ne sais plus, ou je suis au -1, -2, enfin quelque chose qui peut être assez compliqué. Il utilise son application et l'application lui dit, le véhicule, la dernière fois qu'il a été localisé, c'est à cet endroit-là, et donc ça peut l'aider à retrouver son véhicule. De plus, il peut avoir un système qui peut activer des fonctions du véhicule à distance. Alors pas en communiquant avec la voiture, hein, mais en communiquant avec le serveur central qui lui envoie Lui, il va comme. par 3G, 4G une info au véhicule. Et donc ce système, c'est quoi? Eh ben, c'est allume-moi les warnings et fais-moi un coup de klaxon que je retrouve mon véhicule dans une file de 500 bagnoles. Et ça existe, voilà. Alors, le truc qui voulait porte à distance, ok. Qui voulait fenêtre à distance, encore moins. Mais déjà, des fonctions connectées très intéressantes. Et donc, pour les tester, bah, c'est pareil, il a fallu développer des protocoles particuliers pour simuler des milliers de véhicules, simuler des smartphones qui injectent ça et qui disent, tiens, trouve-moi mon véhicule. Voilà. Des choses très Par contre, sympas. tu peux avoir, Je sais pas si- tu peux avoir d'autres. Vas-y, Thierry, je t'en prie. J'allais juste dire, je sais pas si c'était le cas sur ce modèle de voiture-là, mais tu as certaines voitures qui ont un assistant vocal intégré. Et alors, est-ce que c'était le cas ou pas là pour vous? Alors là, on parle de la Clio 5. Non. On était déjà bien content qu'elle Ok, soit connectée, mais après, les évolutions ok. informatiques font que peut-être aujourd'hui, elle parle, la Clio 5. Je ne sais pas. J'ai un ami qui a une Mercedes et il peut parler à Mercedes comme on parle à Alexa ou Google Home ou compagnie. Et alors j'imagine
que ça doit créer un paquet de requêtes et de transactionnels vers les serveurs parce que tu as tous les utilisateurs en même temps qui vont poser des questions sur mets-moi cette musique ou quel temps il fait demain. Et tout ça, ça passe par Internet. Oui, mais Donc voilà. souvent ce type de service-là, ça passe par du Apple Car ou Android Car. Et Alors en fait, ça non, délègue ça il sur un y a les Siri ou autre deux. chose, non? Il y a les Ah, 2 stratégies, il y a les 2 stratégies justement. Alors à l'époque de la Clio 5, c'était une clé 2G, comme pour dire qu'il y avait peu de données qui traversaient quand même. Heu, on est en train de refaire le contrat pour passer à 4G, parce que la 5G, il y en a pas partout. Donc simplement pour vous donner aussi, les contraintes techniques derrière et on a aussi un avatar même qui est en train de nous parler avec un bon design fait par des études chez nous et intégré par Google, vu que c'est Google qui embarque cette partie-là. Alors oui, comme tu le dis, on a le choix dans un véhicule, on a l'interface fournie par le propriétaire et on a l'interface qu'on peut faire celle de l'interface auto du téléphone pour se mettre dans un véhicule. Et c'est du coup, tu décorrèles les deux. C'est-à-dire que quand tu le fais avec ton téléphone, tu passes par ton téléphone. c'est ça, c'est Tout ça. ce qui a été décrit par Bruno, c'est vraiment le système Mais du coup, en fait, embarqué finalement, qui est géré par le euh, constructeur dans un forfait privé constructeur. Oui, Nike. ah oui, alors justement, Voilà. pour revenir à ce point-là, je trouve est-ce que vous avez fait des études? J'imagine, parce que si vous réalisez qu'il y a que, on va dire 25% de la population qui utilise finalement l'application, l'avatar de Renault, alors que finalement la majorité vont utiliser leur téléphone, c'est quand même un investissement colossal pour la marque. Est-ce Alors que là, vous je avez vais des me chiffres derrière? positionner en tant qu'utilisateur, d'accord? Et là, utilisateur, parce que bon, bah, j'ai forcément des Renault, je suis de plus en plus en train de revenir sur l'interface du véhicule. Pour un truc tout bête, c'est que mon téléphone, sinon après, il est en permanence déchargé. Enfin, il y a un moment, le téléphone, je le laisse, je le mets dans la boîte à gants pour qu'il charge, et il n'y a pas de souci. Et l'interface est de plus en plus intéressante. C'est-à-dire que, comme ça a été stipulé, nous maintenant, on a les maps qui sont directement celles de Google. C'est-à-dire que si tu prends, on n'est plus sur nos maps privées qu'on achetait à un autre fournisseur. On est complètement intégré donc avec Google et du coup on a une map équivalente à ce qu'on a sur le téléphone, voire mieux parce qu'on a les bâtiments en 3D qui se dessinent et c'est vachement plus sexy. Enfin, les gamins ils s'en foutent de cette partie-là. Donc Au-delà de ça, il y a tout le système de recherche des stations-service et du pricing des stations-service qui a été ajouté, qu'il n'y a pas dans Google, hein. Donc il y a des systèmes supérieurs, il y a des services supérieurs qui sont plus adaptés aux véhicules et qui sont des systèmes connectés en temps réel. C'est-à-dire que là, dans votre véhicule, pendant que vous roulez, le véhicule interroge pour vérifier si le prix a changé sur une station-service. Donc ça, à tester, c'était du pain béni, hein, c'était génial à tester, hein, mais voilà. Après, au niveau protocole, c'était compliqué, mais il fallait quand même pouvoir se dire, tiens, je vais simuler 10 000 véhicules qui vont interroger pour savoir où est la station-service la plus proche. Et pour le faire, il faut se dire, j'ai pas intérêt à mettre tous les véhicules au même endroit. Donc, il faut géolocaliser pour défaut 10 000 véhicules. Ça devient très sympa à faire, quoi. Voilà. Mais j'avais travaillé sur un projet à peu près similaire, Bruno, mais pour une société qui assez connue, qui est de Corée du Sud, on va dire, Mhm. qui mettait justement des services pour des véhicules connectés et qui mettait du tracking. Et c'était là un loueur de véhicules qui voulait gérer sa flotte. Et donc, de la même manière, il fallait que quand je loue un véhicule, que le véhicule normalement a un contrat de 200 km de rayon, bah, du coup, il y avait entre guillemets un tracking pour dire, et donc il fallait simuler le véhicule qui bouge, vérifier qu'il était hors de la portée. Enfin, c'est des projets comme ça qui sont assez marrants à faire quand on fait de la perf, quoi. voilà. Alors, au-delà de ça aussi, on est GDPR compliant hein, dans nos véhicules, et c'est là le problème d'utiliser les données. Quand vous me disiez tout à l'heure, est-ce qu'on vérifie le taux d'utilisation d'un composant qui est mis en place? On essaye bien sûr, mais si la personne a dit je veux pas remonter l'information, ben, on n'a que partiellement l'usage. Et ceux en général qui utilisent, c'est ceux qui autorisent. Donc, Ouais. est-ce que ça a de la pertinence, les résultats qu'on a par rapport au sondage de gens qui autorisent?
Bon, voilà. Après, force est de constater, plus ça va, plus les gens vont autoriser parce que ça permet, comme on dit, la localisation du véhicule. Ça permet aussi de vérifier son taux de charge avec les véhicules électriques qui sont rechargés. Je vois les collègues, parce que moi j'en ai pas un rechargeable, mais je vois les collègues qui sont en permanence en train de dire tiens, je vais te laisser la place, le mien il est chargé. C'est des mœurs qui sont assez bizarres d'ailleurs en relation humaine, mais on se partage les bornes au bureau, c'est rigolo. Donc voilà, quoi. Mais cette métrologie et la performance en amont pour vérifier que c'était fait, donc ça on le fait avec un éditeur. Hein. Par contre, ces tests-là, on n'est pas sur du Gmeter, je vous rassure. Alors, il me semble qu'il y avait une métrologie supplémentaire dans le véhicule qui était la surveillance d'un point de vue maintenance du véhicule, c'est-à-dire l'usure, les alertes remontées par le véhicule, le fait que le véhicule devait, s'il appartenait à une flotte, il devait être entretenu à telle date ou telle date, et donc il y avait tout un système qui était mis en place là-dessus. Je l'ai pas vraiment testé cette partie-là, j'étais pas dessus, mais c'était intéressant de se dire voilà, on peut réfléchir à ce que la flotte française des véhicules ou la flotte de l'entreprise machin ou la flotte du loueur truc est complètement monitorée de manière à ce qu'il sache quasiment en temps réel quel véhicule doit aller au garage, combien ça va lui coûter, de se projeter là-dessus. Et ça, c'est Et- vraiment phénoménal. Et il faut savoir que le véhicule, lui, est composé de plein de composants électroniques qui sont répartis à l'intérieur du véhicule, qui eux communiquent à travers avec des certificats pour s'authentifier. Hein. Il y a des clés qui sont très complexes, et ce qui fait que les composants sont capables de s'auto-diagnostiquer, d'envoyer les informations au calculateur central qui, lui, va fournir l'information au cloud pour dire bon, bah, mon véhicule a un petit bug sur la vitre, sur le rétro, sur le phare, je sais pas, la température, etc. Et donc, proposer, on va dire, de l'aide aussi à Renault pour qu'il fasse un diagnostic global de cette série de véhicules a toujours le même problème, Alors, par c'est exemple. même pire que ça, Bruno, ça a un petit peu évolué, c'est que maintenant, la norme européenne nous impose que le véhicule Ah, soit à jour en sortie d'usine. D'accord? d'accord. Donc maintenant, ce suivi de mise à jour de chaque composant, de chaque petite mise à jour de certificat, des choses comme ça, on le fait directement sur la chaîne Ouais. et on regarde si au niveau de la performance de la chaîne, on est capable de délivrer à quelle étape. On essaye de le faire parce que on est quand même sur des vieux systèmes industriels. On essaye de voir à quelle étape on a fini de programmer le véhicule et si on l'a fait dans les temps ou si on a dû faire des retouches et des choses comme ça. Mm. Voilà. Donc on est en train de le faire même carrément à l'origine de la mise en place du véhicule au début de la chaîne. D'accord. Donc Ce qui fait c'est que l'informatique qui avant était là pour aider les chaînes de construction, maintenant ils rentrent directement dans le véhicule, quoi. On a et c'est pour ça l'informatique quand on dit qui va se déployer. performance, même dans la chaîne de montage, on fait cette partie liée au véhicule connecté parce qu'il y a toute cette séquence de programmation et un devoir légal demandé à tous nos constructeurs. Hein, il n'y a pas que Renault, hein, tous les constructeurs maintenant ont un devoir de dire on fournit le véhicule qui est à jour. Parce que on s'est aperçu que beaucoup de constructeurs fournissaient le véhicule et finissaient la mise à jour presque en roulant, quoi. Oui, c'est vrai. Oui. Je suis méchant quand je dis ça, mais Non, non, c'est vu, c'est connu, oui, oui. les, Oui. le légal s'est penché sur la question et maintenant impose aux constructeurs de le faire, ce qui est très bien d'ailleurs. C'est pas. Alors, j'aimerais parce que je vois l'heure tourner en fait pour rester dans les clous de toute une heure. C'est ce côté assez rigide. Non, je voudrais qu'on finalise sur une dernière partie. Je sais qu'on avait brièvement échangé. Il y avait une anecdote projet que Boris avait Ouais, et ça aurait été sympa d'en parler. Et surtout, en plus, je pense que ça parle de maintenance au passage. Donc, ça peut être c'est une ça parle bonne. aussi de maintenance. Et je dirais pas à quelle période il y a eu ce warning-là, parce que c'était pas honorable pour Renault. Mais bon, d'autres constructeurs sont passés par là. Donc, sur le principe, pourquoi en plus on pousse la performance, c'est que l'entreprise adhère à ce monitoring par la performance. C'est qu'on en tire un autre résultat. C'est qu'en outillant la performance de l'usage utilisateur, on s'aperçoit qu'on est capable aussi de temps en temps, quand les applications nous le permettent, de récupérer de l'information business. D'accord? Et donc, cette performance, on basait sur les temps de réponse, sur les taux de réussite, sur les choses comme ça, de composants techniques, d'API, d'échange de messages, de choses comme ça, qui sont pour moi des indicateurs techniques.
on s'est aperçu qu'on était capable de sortir l'information business et on a été le démontrer, enfin pas moi, hein, c'était mes chefs. Ils ont été démontrés au niveau de notre board et force est de constater que ça a intrigué le patron de l'ingénierie parce qu'on lui a sorti un board qui représentait l'usage des manuels et des aides au diagnostic pour aller rechercher les pièces, comment il fallait changer une pièce, des choses comme ça. On entend ce type de panne, qu'est-ce qu'il faut faire, enfin toute cette partie-là. On l'avait outillé complètement, c'était un projet qu'on avait vraiment abordé à ce niveau-là. Et on sortait par pays, par voiture, par pièce, l'usage de ce manuel-là et de commandes de pièces qui pouvaient être fait derrière. Et c'était assez intéressant parce que du coup, on avait mis ça en accord avec le business, en dashboard. Et au début, il regardait ça d'un œil bon, amusé, puis il a regardé les manuels, il a dit mais ça c'est ce que je demande, qu'on me remonte de toute la partie commerce. Mais là c'est quoi? C'est des données de quand? Et on lui dit bah, c'est celle d'il y a un quart d'heure. Il dit mais non, c'est pas possible. Moi ça c'est un processus interne. C'est un processus interne que je demande qu'on me remonte de façon régulière et qui en général prend 6 mois avec une fiabilité qui est assez pauvre finalement. Et du coup, vous êtes en train de me dire que là, je vois en temps réel ces informations-là et ça permet d'anticiper. Alors maintenant, on ne l'a pas développé complètement. On a de la charge, donc on n'a pas développé complètement, mais il voyait tout de suite un usage derrière ça qui était tout bête. Hein. On pressent des usages d'approvisionnement de pièces et accessoires au pays, d'accord. Donc cette analyse de performance d'usage de leur manuel donne la vue sur comment on pourrait voir la chaîne d'approvisionnement par pays, par besoin de véhicules, par flotte de véhicules, et surtout les taux de panne par flotte de véhicules. Mais Alors, c'est quand aussi tu parles de. biaisé. Alors, quand Oui, tu parles de la valise de diagnostic, c'est ça quand tu vas chez alors ça, c'est chez le autre chose. Dans la concessionnaire? valise de diagnostic, c'est encore autre chose. Là, c'est vraiment quand vous arrivez dans une concession, que vous décrivez votre panne, on regarde le véhicule, on regarde la partie concession et en gros, il y a des tâches en fonction du type c'est le manuel vraiment fournisseur où il y a les éclatés de comment on doit changer les pièces, comment on doit tout ça. Il y a le guide de maintenance, il y a tout ça. Donc avec les références à commander, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai ce type de panne, ces références, est-ce que je les ai en stock? Non, je les ai pas en stock, j'appuie sur le bouton, je commande. Voilà. Donc la navigation, donc le fait de pouvoir voir leur navigation permet d'anticiper sur ce qu'ils vont commander, Permet ce qu'ils ont d'anticiper besoin. sur Voilà. ce qui est regardé, donc déjà d'un point de vue ingénierie, la qualité de nos véhicules. D'accord. Alors, soit la qualité de nos véhicules, soit les efforts de formation qu'il faut faire sur les véhicules. Okay. Parce que s'ils regardent le manuel, c'est qu'ils ne le connaissent pas. Oui, effectivement. Donc c'est là où ça peut être biaisé. L'interprétation, elle est très 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 subtile. Alors s'il y a eu un coup de givre, bah, c'est que des pare-chocs à vendre, voilà, ça veut plus c'est rien dire. comment changer le pare-choc, tout ça. Mais ça, c'est une autre application. Hein. On a plein d'applications chez nous. Ça, ça c'est un autre problème. Voilà. Si vous voulez, enfin l'analyse en tant que telle, et c'est là qu'on voit qu'il y a quand même apporte des choses. On optimise même les temps de trajet de nos fournisseurs pour aller d'une usine à l'autre, en fonction de la météo et des mouvements sociaux. Voilà. Donc non, la métrologie et tout ça, c'est dans les gènes de l'entreprise, et on fait ça pour toujours avoir de la performance sur le service qui est outillé. Puis J'ai améliorer une petite question là, je vais peut-être revenir un peu en arrière, même si voilà. Juste rapide, Renault est
peut-être la première entreprise en France à avoir décidé d'habiller son système informatique du sol au plafond avec Dynatrace, il me semble. Peut-être que c'est la deuxième ou la première, mais disons que vraiment Renault, Renault a choisi Dynatrace, ça a été un choix global d'entreprise et tout le monde y a adhéré. Donc il y a forcément eu un travail, donc comme disait Thierry un peu tout à l'heure, de formation, de sensibilisation un peu là-dessus, donc ça c'est évident. Est-ce que ça a changé la mentalité de l'entreprise, le mode de travail, qu'est-ce que ça a changé le fait d'avoir un outil central et un outil qui a une vision totale de tout le système? Voilà. Simplement, hein, quand je suis arrivé avec cet outil-là, je vais en parler simplement au niveau de ma direction, l'échelle de ma direction, on va dire des opérations. Les incidents managers, les opérationnels me regardaient, me disaient c'est quoi ton outil? Qu'est-ce que j'ai mon Agio, ça me va, m'embête pas, j'ai déjà tout intégré, m'embête pas. Voilà, Et force est de constater que maintenant nos incidents managers, qui sont les premiers à utiliser maintenant l'outil, alors que c'était pas les premiers à l'utiliser au démarrage, sont vachement contents que lorsqu'ils sont réveillés à 3 heures du matin parce qu'il y a une panne, que les gens leur disent ça fait 3 heures qu'on est en train d'analyser, on sait pas, et qu'ils regardent dans l'interface et qu'ils sont capables de dire regardez là parce que ça doit être par là l'incident, et que après dans une demi-heure après c'est réparé parce que c'est des processus internes de ça, mais ils sont vachement contents et maintenant ils disent non, il me faut l'outil déployé à l'échelle de l'entreprise partout. Ouais. Ok. Voilà. Parce que derrière cette visibilité de performance, quand une application ralentit, c'est pas forcément l'application qui est la faute de ce truc-là. C'est souvent plutôt un service back-end qu'on n'avait pas suspecté, parce que les développeurs nous ont pas tout dit. Où il y a eu un change sur un composant qui est en 8e couche des appels utilisateurs, parce que là maintenant on regarde dans la partie service flow, on arrive presque jusqu'à 12 couches d'appels au niveau de nos applications. Donc oui, si on n'a pas cette performance de requêtage client, on n'a pas la diagnostic et le root cause de l'ensemble. Et même avec tout ça, encore, on doit passer à côté de choses parce qu'on n'a pas encore tout outillé. On le fait au mieux qu'on peut avec l'équipe que je vous ai décrit avant. Mais on n'a pas encore fait le réseau. Ça, c'est un vœu pour l'année prochaine. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans le réseau. D'accord? Où on leur demande est-ce que vous avez changé quelque chose? Non, non, et puis d'un seul coup ça se remet à marcher. Mais ça c'est les mythes, Non mais ça c'est un classique ça. Et voilà. Mais faut juste passer la tête au niveau de l'équipe et leur dire t'es sûr que là non? Non, non, pas là, pas là. Ah ça marche mieux. Tu fermes la porte et tout d'un coup c'est réparé. C'est bizarre, c'est un monde assez particulier. C'est une méthode aussi pour régler le problème. Hein. Voilà. Ah oui, non, mais par défaut, on va les pinguer. Hein, de toute façon, on sait jamais. Mais non, mais outre ça, et puis je vous parle pas de la surveillance des certificats, la surveillance de tout ça, parce que on avait oublié de renouveler un certificat sur un service back-end ou un truc comme ça. Dynatrace le fait maintenant. Voilà, donc non, mais je vous dis en quoi l'outil apporte des choses et l'observabilité des performances apporte des choses au-delà d'un simple Nagios, une simple lecture de log, parce que derrière, même si on a un bon outil de logging centralisé, il faut toute la partie capacité de croiser ces logs pour pouvoir après dire non, c'est pas celui-là. Okay. Voilà. Je répète que cet épisode n'est pas sponsorisé par Dynatrace, que ce soit clair. Non, mais j'ai très peu, j'ai pas cité, j'ai essayé de pas citer le produit. Hein, mais c'est pas possible. Voilà. Logique, quoi. Voilà. Non, j'ai pas cité, mais c'est vrai que on l'utilise beaucoup d'entreprises et comme tu le dis, Bruno, la volonté a été de l'intégrer dans l'ensemble de l'entreprise. Et c'est la solution. Dur, hein. C'est pas une tâche facile. C'est une tâche assez complexe parce que y a quand même des noyaux durs. Je vais pas dire que le scénario que tu présentais au niveau véhicule connecté, on y est arrivé encore complètement.
on est en train. Là, il y a eu la migration qui a eu lieu sur Google. Donc là, maintenant, on est outillé pour le véhicule connecté. Ouais, parce qu'au début, c'était sur Azure avec du Au Pivotal début, dedans, Azure, c'était du voilà. Cloud Foundry, un truc, mais Ah, des c'était milliers bon, on avait de 2 ans. réussi, hein. On est allé jusqu'au développement et au moment de la passage en prod, il y en a qui ont fait: «Oh non, 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 finalement, fais pas». Tu rigoles, ça marche en recette. Heu, mais voilà. Non, mais oui, c'est des choses monstrueuses, quoi. Après, voilà, maintenant ça marche, c'est ça qui compte, quoi. Maintenant, ça marche et même les équipes du véhicule connecté sont demandeurs justement de cette analyse de performance et mettent en place leur SLO et mettent en place tout ce qu'il faut pour pouvoir piloter leur plateforme. Et au lieu d'être sur une plateforme à part, ont intégré la plateforme commune à l'ensemble de Renault. D'accord, OK. Donc, non, C'est bien. on est bien, on est bien Mais et peut-être que justement, il fallait qu'ils soient sur une plateforme à part, qu'ils fassent vraiment leur bazar, leur bac à sable avant de pouvoir intégrer l'entreprise complètement, quoi. tout à C'est fait. peut-être mieux comme ça, quoi. Et puis de toute façon, ils s'aperçoivent là maintenant, justement, vu qu'on est obligé de suivre à partir de l'usine, on attaque quand même des systèmes qui vont être sur du mainframe, on attaque sur du VMS, des choses On comme y ça. revient. Pas sur des OS qui sont forcément les plus à jour. Et Mmh. donc cette traçabilité, cette analyse de de suivi, maintenant, bon, tout le monde me réclame du end-to-end au niveau des requêtages pour la performance des requêtages. Je leur dis de temps en temps, mais attendez, faut aussi que vos systèmes soient prêts à faire du end-to-end. Soit à jour, La hein. rupture de protocole, la rupture de chaîne, j'y peux rien. Des processus qui parlent à 25 minutes d'intervalle, je peux vous faire du temps réel à l'heure dans ce cas-là, parce que si on suit Shannon, 25 échantillons, 25 minutes, hop, 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 les 2 échantillons, je vous donnerai du temps réel à l'heure. Euh, Mmh. voilà. On reste dans la métrologie, hein. Ça reste du traitement de signal et tout ça, quoi. Voilà. Henrik? Je regarde l'heure là, on va passer sur l'heure fatidique de 1 heure d'épisode. Donc, je pense qu'il est l'heure de conclure. Parce que je pense qu'on pourrait discuter très longtemps sur ce qui a été réalisé, mais je pense qu'il faudrait qu'on soit gentil avec les auditeurs qui sont en train d'écouter cet épisode. J'ai mon chef qui me tire la manche pour mes formations. En tout cas, merci Boris pour être le premier de notre saison 2, quoi. Voilà. C'est un honneur. Bravo, Merci, merci. Ouais. Merci à vous. Les épisodes précédents étaient très bien aussi. Donc voilà. Bon, merci pour ce retour. Et d'ailleurs, si Merci vous à avez vous. apprécié cet épisode, n'hésitez pas de mettre un commentaire, des questions. S'il y a des questions par rapport à aujourd'hui, on pourra toujours les récolter et voir d'ailleurs les partager à Boris, si Boris a le temps de les regarder. Mais en tout cas, merci Boris, c'était super. Et puis, à bientôt pour un autre épisode. Du coup, on essaie de garder cette cadence avec d'autres invités à venir. Et si vous aimez les méthodos, on pourra toujours faire de la méthodo aussi, bien entendu. Très bien. Merci. Au Allez. revoir. Au revoir tout le monde. À la prochaine. Au revoir. Ciao. Salut.